48 heures. 48 heures, c'est le temps que peut prendre l'équipe Apple pour valider votre application avant que vous ne puissiez la communiquer à vos utilisateurs. 48 heures, ça peut être très long. Imaginez que vous avez téléchargé la nouvelle application à la mode pour réserver des billets de théâtre. Vous avez enfin pu avoir 2 places pour la pièce de théâtre que vous attendez de voir depuis des semaines. Vous arrivez devant le théâtre, vous voulez ouvrir l'application pour télécharger vos billets pour pouvoir rentrer dans le théâtre, et là, l'application plante. Vous n'arrivez pas à ouvrir l'application. Vous ne vous laissez pas abattre, vous trouvez le numéro du service client que vous appelez dans la minute. Ils vous répondent très calmement que le bug est déjà connu des équipes de développement, qu'il est même déjà résolu et que la nouvelle version de l'application avec la résolution du bug sera disponible sous 48 heures. Bon, je vous laisse imaginer où se termine la soirée, mais sûrement pas au théâtre. En tout cas, c'est un exemple pour montrer que 48 heures, ça peut être vraiment long et qu'il est crucial pour les développeurs, afin de répondre aux demandes des utilisateurs, de pouvoir contourner cette validation des stores et de pouvoir livrer directement une nouvelle version à leurs utilisateurs. Et c'est justement ce problème que résout CodePush. CodePush, c'est une librairie React Native qui permet de délivrer directement du code JS en production et de s'affranchir de la validation des stores. Alors, quand on vous donne un outil aussi puissant entre les mains, en tant que tech lead, on se pose beaucoup de questions et l'utilisation que j'en ai faite sur les différents projets sur lesquels il y avait CodePush installé m'ont mené à la conclusion suivante, qui est que CodePush, donc c'est un outil très puissant, que aujourd'hui j'utilise surtout en staging, donc c'est l'environnement de test, l'environnement pour les développeurs pour tester leurs fonctionnalités avant de l'envoyer en production, et qu'on l'utilise en production principalement pour des urgences, et donc pas de manière systématique. Et je vais vous expliquer toutes les étapes qui m'ont amené à cette conclusion, donc toutes les étapes de découverte de l'outil CodePush qui m'ont amené à cette conclusion. Donc, la première étape, c'est l'installation de CodePush sur l'environnement de staging, donc l'environnement pour les développeurs. Au moment où on l'a installé, on s'est rendu compte de 2 choses qui étaient absolument géniales et qui a révolutionné notre vie de dev. La première, c'est le temps de déploiement. Le temps de déploiement qui a été divisé par 3. Au lieu de faire 2 déploiements, même s'ils sont en parallèle, un pour Android, un pour iOS, qui durait environ 30 minutes, un simple code push à construire prenait en moyenne moins de 7 minutes. Donc ça nous a permis vraiment de gagner énormément de temps dans la rapidité de livraison des nouvelles fonctionnalités qu'on avait codées, même si c'était au sein de l'équipe interne. Sur une équipe de 7 développeurs, pour vous donner un ordre d'idée, ça nous a fait gagner 3h20 de dev par jour, ce qui est considérable. Ça, c'est vraiment le premier constat. Le deuxième constat, qui avec notre sponsor et les personnes qui testaient l'application en staging étaient absolument fans de cet outil, c'était qu'ils n'étaient pas obligés de naviguer vers le store ou de naviguer vers une autre page pour télécharger la nouvelle version de l'application. Parce qu'en fait, il vous suffit d'utiliser et de lancer l'application pour qu'elle se mette à jour et pour que la mise à jour se télécharge et s'installe. Et donc ça permet de faire gagner pas mal de temps et pas mal de manœuvres sur le téléphone pour les testeurs qui doivent mettre à jour leurs applications 2 à 3 fois par jour pour tester les nouvelles fonctionnalités des développeurs. Donc de ces 2 constats-là, on a eu envie de l'utiliser en production. On a eu envie d'installer CodePush et d'essayer de voir comment est-ce qu'en production, est-ce qu'on avait les mêmes résultats en termes de gain de temps. Et en fait, la première chose dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait de plus en plus de messages sur les stores qui nous témoignaient d'un problème de performance. Les messages disaient qu'au moment de lancer l'application, en fait, l'application ramait, qu'elle était très lente à démarrer et qu'on avait un problème de performance. En fait, ce n'était pas un problème de performance. C'était
c'était en fait pendant le temps d'ouverture de l'application, le temps que mettait le code push à se télécharger et à s'installer. Et en fait, ce temps qui pouvait durer quelques secondes, quelques dizaines de secondes, était très perturbant pour les utilisateurs. Donc, ce qu'on a mis en place, la première chose qu'on a mis en place en production, c'est une pop-up qui indique à l'utilisateur qu'il y a une mise à jour qui est en train de se faire, en train de se télécharger. Et c'est beaucoup plus gratifiant pour l'utilisateur de savoir qu'il attend parce qu'il y a une mise à jour qui va être faite, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver ou un correctif de bug qui est en cours de téléchargement. Et un autre effet aussi de ce temps de chargement, c'est que je vous conseille de ne pas utiliser code push régulièrement. Donc régulièrement, c'est à doser en fonction du nombre d'utilisateurs, le nombre de fois que les utilisateurs utilisent vos apps par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'utilisateur, c'est assez frustrant de se dire que dès qu'on va utiliser l'app, dès qu'on va essayer de l'ouvrir, on va systématiquement attendre un temps de chargement. Et par exemple, ça va nous prendre 15 secondes pour pouvoir télécharger le billet pour rentrer au théâtre. Et en fait, ça peut être un peu frustrant pour les utilisateurs qui vont peut-être avoir moins tendance à utiliser votre application du fait de ce temps de chargement. Ok, donc ensuite, on a résolu notre problème de performance. On s'est rendu compte au fur et à mesure des utilisations qu'on ne pouvait pas utiliser code push systématiquement et dans tous les cas d'usage. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands sujets sur lesquels on aura toujours besoin d'un déploiement classique, un déploiement complet. Le premier, c'est qu'un code push, vous n'êtes pas assuré que tous vos utilisateurs peuvent le télécharger. Il y a en moyenne toujours 1% d'utilisateurs qui n'arriveront pas à avoir votre code push et donc qui ne seront pas atteints par votre nouvelle fonctionnalité ou votre correctif de bug. Ça peut être dû au fait qu'ils n'avaient pas Internet au moment de vouloir télécharger le code push ou qu'ils ont perdu Internet ou qu'ils n'ont plus de place sur leur téléphone. Ça peut être multiple, mais en moyenne, il y a 1% d'utilisateurs qui, quoi qu'il arrive, n'auront pas votre code push. Une autre raison, c'est que si vous n'utilisez pas code push pendant 2 ans, par exemple, les utilisateurs qui vont se rendre sur votre page sur les stores vont voir que vous n'avez pas mis à jour votre application depuis 2 ans. Et en fait, ça donne un peu une mauvaise image de votre application puisque intuitivement, on pense qu'il n'y a pas de développeurs derrière qui la maintiennent et que c'est une application un peu obsolète. Donc c'est toujours encore une fois important de passer sur le flux classique en passant par les stores pour utiliser les release notes et montrer à vos utilisateurs que vous travaillez toujours sur l'application, qu'il y a des nouveautés, que l'application est maintenue et que c'est une app vivante. Deux autres raisons qui sont beaucoup plus terre à terre et qui sont absolument infranchissables, c'est que le code push ne contient que du code JavaScript. Donc c'est uniquement le code qui est commun à vos deux applications. Dans le code push, il vous sera impossible de mettre du code natif, donc Android ou iOS. Donc il y a certaines fonctionnalités pour lesquelles vous savez que vous savez pertinemment que vous serez obligé de passer par un déploiement classique. Par exemple, l'installation de code push. Code push est une librairie native qui utilise du code natif, donc du code spécifique. Donc vous serez obligé de passer par un déploiement classique pour l'installer. De toute manière, si vous ne l'avez pas, vous n'auriez pas pu l'installer. Dernière raison plus légale, c'est que iOS a instauré des règles qui précisent que code push ne peut être utilisé, ou du moins les déploiements alternatifs ne peuvent être utilisés que pour des features mineures qui n'impactent pas fortement le rôle de votre application ou pour des bugs fixes, des correctifs de bugs. Alors ça, ce sont des raisons qui montrent que code push, c'est pas systématique, c'est à utiliser en complément d'un déploiement classique qui passe par les stores et donc la validation des stores. Ensuite, une fois que nous, on a fait ce constat, il nous est arrivé notre premier bug un peu critique, même critique,
en production. Et on s'est dit, ah bah chouette, c'est génial. En plus, on a code push, on sait l'utiliser, on l'a déjà fait. Allez, on l'utilise, c'est un peu stressant, on l'utilise rapidement, comme ça, on gagne vraiment du temps, on ne perd pas à réfléchir, on ne repère pas les 48 heures qu'on a gagnées à réfléchir, et puis on va directement en production. Moi, ça m'a amené à mettre en production, comme ça, ce côté un peu stressant, un peu rapide, une version d'application qui n'utilisait pas l'API de notre client, mais qui allait taper vers localhost. Alors autant vous dire qu'en production, ça marche pas très bien, localhost, si vous téléchargez une application. Donc là, le correctif de bug a eu beaucoup plus d'impact que le bug en lui-même, puisque nos utilisateurs étaient complètement bloqués et l'app était inutilisable. Donc, de l'apprentissage qu'on a de cet événement, c'est bien évidemment de tester son code push avant de l'envoyer en production. Donc, normalement, vous avez déjà des flux de tests et un process assez clean pour un déploiement classique, mais c'est important aussi de le reproduire pour le déploiement avec le code push. Et pour ça, en fait, vous allez avoir besoin d'un environnement qui est 100% ISO avec l'environnement de production, mais qui n'est pas accessible à vos utilisateurs et sur lequel vous allez pouvoir tester votre code push dans les mêmes conditions que la production avant de l'envoyer en prod. Voilà, ça c'est utile pour vérifier que vous n'allez pas introduire de nouvelles régressions qui ne sont pas encore en production et bien évidemment que votre code push répond aux problèmes que vous voulez résoudre et que c'est bien un correctif. Et bien, autre astuce que je pense et j'espère que vous connaissez, c'est d'utiliser un déploiement automatisé. Moi, le problème du localhost que j'avais envoyé en production, c'était parce qu'en fait, les process étaient lancés en local depuis ma machine. Et bien évidemment, bon, j'avais fait des petits changements qui ont fait que j'ai envoyé le localhost en production. Bon, vous avez envoyé un code push de qualité en prod. C'est bon, vous pensez être enfant d'attaque et que votre code push est téléchargé par tout le monde. En fait, vous vous rendez compte que vous avez encore 10 versions maintenues en production de votre application et que votre code push ne cible qu'une seule de ces 10 versions, la dernière. Et en fait, du coup, c'est un peu embêtant parce que ça veut vouloir dire que vous allez devoir faire un code push par version qui est en application. Qui est en production, pardon, par version d'application qui est en production sur laquelle vous voulez appliquer le correctif. Et en fait, ça devient un peu fastidieux. S'il y a 10 versions sur lesquelles vous envoyez le code push, vous allez devoir faire le process 10 fois et envoyer 10 codes push. Bon, ça peut être un peu usant à la longue. Donc, ce que nous, on a mis en place sur une de mes applications, c'est de créer une page qui va être bloquante et qui va forcer l'utilisateur à mettre à jour son application si celle-ci n'est pas à jour. Alors, on ne l'utilise pas de manière systématique, on l'utilise uniquement le jour où on en a besoin, pour des raisons, par exemple, de rétrocompatibilité ou de sécurité. En fait, cette page-là doit être créée au début du projet, au lancement de l'application, puisque une fois qu'on a mis une version de l'application qui ne contient pas ce système en production, après c'est impossible d'aller chercher ces derniers utilisateurs pour les forcer à mettre à jour. Alors c'est ça vraiment ce qu'apporte cette page-là, qui s'affiche en fonction de la version de l'application sur laquelle qui est lancée et de la version minimale que les équipes de développeurs s'engagent à avoir maintenu. Donc ça nous permet, le jour où on a besoin, on a vraiment un code push qui est crucial et qui a besoin d'atteindre les 5 dernières versions de l'application. On va donc monter la version minimale à la dernière version pour forcer tous les utilisateurs à mettre à jour et on va n'envoyer qu'un seul code push en production sur la dernière version. Donc pour résumer un petit peu les étapes qu'on a rencontrées, Code Push, c'est un outil très puissant qui vous permet de contourner la validation des stores, qui peut prendre du temps. Aujourd'hui, moi, j'utilise surtout en staging sur les projets sur lesquels je suis. Ça nous fait gagner énormément de temps aux équipes de développeurs et aux équipes de testeurs.
et pour les urgences en production, que ce soit des correctifs de bugs sur lesquels on veut atteindre les utilisateurs au plus vite, ou sur des nouvelles fonctionnalités un peu surprises qu'on doit livrer en 2 jours et qui sont cruciales pour l'application. Ça nous permet de répondre à ces urgences en production et de gagner du temps dans les environnements avant la production en test. Aujourd'hui, la question que j'ai envie que vous vous posiez et à laquelle je veux bien qu'on réfléchisse ensemble, c'est où en sont vos applications au niveau du déploiement continu? Est-ce qu'il y a des nouveaux cas que vous avez rencontrés? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte à vos utilisateurs et comment est-ce que ça impacte vos utilisateurs? Je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc, vous pouvez m'envoyer un email avec vos idées et vos retours d'expérience ou venir me voir pendant la journée. Je suis disponible. Alors, je vais regarder pour les questions. Au moment, il n'y a pas de questions, mais voilà, sentez-vous libre d'en poser par le chat ou même de lever la main pour monter sur scène et poser directement la question à Marion. Tu as été efficace, hein, parce qu'on avait prévu un petit peu plus de temps, mais tu as bien déroulé le sujet rapidement. Donc voilà, on a pas mal de temps pour répondre à vos questions en live. Donc vraiment, sentez-vous libre de questionner Marion à volonté. Installez code push si vous voulez en live. On a une première question. Question de Guillaume. Guillaume, du coup, te demande s'il y a une limitation de nombre de push en prod avec code push par mois, par exemple, ou autre. J'en ai pas connaissance, je crois pas. Je crois qu'on est assez libre de proposer autant de code push que l'on veut. Alors, il faut savoir que, en fait, même sur l'API, là, on va déposer nos codes push, on peut même supprimer les anciens codes push, les rendre indisponibles. Et puis, de toute manière, les utilisateurs ne peuvent télécharger qu'un seul code push à la fois, donc ils vont télécharger le dernier. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait de limitation en prod sur le nombre de codes push. Précise, imposé par. Ouais, ben pas à ma connaissance. Ce serait à vérifier, je pourrais la vérifier sur les conditions imposées par Apple, mais je ne crois pas. Pas d'autres questions? C'était clair. Oui, apparemment. Ou trop opaque. Ou alors tout le monde est parti au café. Ok, bon, on attend une petite minute et puis si pas de questions, du coup je te libère et je libère tout le monde et comme ça fera une belle pause café ou alors une possibilité. Ah, une question de Mickaël qui te demande comment synchronisez-vous un outil d'erreur crash reporting type Sentry avec code push? C'est-à-dire, pardon, pour avoir les sources maps. Mickaël, si tu veux, tu peux lever la main et monter sur scène pour poser directement la question à Marion et la demande. Ouais, en fait, ça change pas. Ça va pas changer tes sources maps d'avoir code push. Ça va juste les mettre à jour et puis. Donc en fait, il y a pas un gros impact par rapport à déjà une utilisation de Sentry avec React Native. Ok, d'autres questions?
Bon, Marion, je vais te libérer. Je te remercie beaucoup pour ta conférence. Et si jamais les questions arrivent, ils peuvent te retrouver sur la plateforme ou des petits messages sur les emails et les réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Bien sûr. Bonne journée.